Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur l'outil de sensibilisation sur le gaz d'arachidon en période périnatale. Je m'appelle Fiona Hanley et je suis membre de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement. Notre présentation aujourd'hui va durer autour de 35-40 minutes et ce sera suivi par une période de questions. Alors, je vous invite de mettre vos questions dans le Q&A et on va les aborder à la fin. CANE, l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement, est une organisation bénévole nationale composée d'infirmières et infirmiers qui se consacrent à la recherche, à la pratique, à la défense de la santé planétaire, de la justice environnementale et climatique et de la protection de l'habitat et de la biodiversité. Notre organisation fait partie du réseau de spécialités infirmières de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et collabore avec de nombreuses autres organisations, incluant aujourd'hui Santé Canada. On a le privilège d'avoir cette collaboration avec Santé Canada pour cet outil. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On va commencer par une reconnaissance des terres à CANE, AIEE. Nous engageons à reconnaître et faire face à l'histoire coloniale en renforçant nos connaissances et nos relations avec les Premières Nations, Métis et Inuits, là où nous vivons et travaillons, et on adopte une pratique et un discours décoloniaux et antiracistes. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme étant le gardien des terres et des eaux où je me joins à vous aujourd'hui. Et Tiohtià:ke Montréal a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nombreuses Premières Nations, dont la Kanien'kehá:ka de la Confédération Haudenosaunee, les Hurons-Wendat, Abenaki et les Anishinaabe. Alors maintenant, je vais vous présenter nos conférencières. D'abord, Roshini Cassie de Santé Canada, qui va faire la première partie de notre webinaire aujourd'hui, suivi par Jacqueline Avanté-Struss, qui est la présidente de notre association CANE. Alors, je vous laisse la parole à Roshini. OK, merci. Je vais juste partager mon écran. Et j'espère qu'on peut voir tout ça. OK. Alors, merci Fiona. Oui, je suis Roshini de Santé Canada et je suis située à Mi'kmaq, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq, les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire. Nous sommes tous visés par les traités. Et je tiens également à reconnaître que vous vous joignez à nous à partir de plusieurs endroits et je tiens à reconnaître les propriétaires et les gardiens traditionnels de ces territoires. Alors, je vais commencer de parler un peu au sujet du radon, ensuite parler un peu des effets sur la santé, comment faire tester pour le radon et comment réduire les concentrations de radon. Alors, c'est quoi le radon? C'est un gaz radioactif qui vient de la désintégration de l'uranium dans le sol et dans les roches. À l'extérieur, le radon existe dans des concentrations faibles. Il n'y a pas vraiment de danger à la santé. Mais le danger, c'est quand le radon entre dans une maison ou un autre bâtiment et c'est là qu'il peut s'accumuler à des concentrations très élevées. Parce que c'est un gaz incolore, inodore et qui n'a pas de goût. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire les tests. La seule façon de savoir la concentration de radon chez vous, c'est de faire le test. Le rayonnement naturel est partout, tout partout. Les rayonnements viennent des rayons cosmiques, les plantes, nos corps et bien sûr les sols et des roches radioactives comme l'uranium. Et le radon compte pour près de 50% de l'exposition au rayonnement pendant toute la vie d'une personne. Quand on respire le radon, les particules de radon se transforment et libèrent de l'énergie spontanément. Cette énergie libérée endommage les cellules pulmonaires et
c'est ça qui peut causer un cancer du poumon. Alors, le radon est un cancérogène connu. C'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Et ici au Canada, on estime que plus de 3000 personnes meurent d'un cancer du poumon causé par le radon. Et si on compare le nombre de décès attribuables au cancer du poumon provoqué par le radon, encore environ 3200 personnes ou décès par année. Le nombre de décès causés par des accidents de la route, causés par l'intoxication de monoxyde de carbone et causés par l'incendie domestique, le radon, le cancer du poumon causé par le radon, c'est le plus grand nombre, représente le plus grand nombre de décès annuels au Canada. Alors, le risque de cancer du poumon causé par le radon est très important, mais la bonne nouvelle est que c'est évitable. OK. Où est-ce qu'on trouve des concentrations élevées au Canada? Alors, il y a quelques années que Santé Canada a testé à peu près 14 000 maisons dans chaque province et territoire au Canada pour vraiment comprendre la situation du radon au Canada. Est-ce qu'il y a des régions ou des villes où on trouve beaucoup de maisons avec des pourcentages, avec les concentrations de radon très élevées, ou est-ce qu'il y a des régions où il n'y a pas de radon, etc. Alors, la carte ici montre nos résultats. Partout au pays, au Canada, on estime que 7% des maisons vont avoir des concentrations de radon supérieures à notre ligne directrice. Mais il y avait des autres résultats, des autres points de bien noter au sujet du radon. Premièrement, aucune région du pays n'est exempte de radon. Le radon existe dans chaque province, chaque territoire, chaque ville, chaque quartier, tout partout au Canada. Le radon se trouve dans tous les bâtiments au Canada, pas seulement des maisons, mais aussi les autres bâtiments des autres édifices. 2 maisons construites côte à côte peuvent avoir des niveaux de radon intérieur différents. Et aussi, il n'y a pas de concentration zéro de radon. Toutes les maisons, tous les bâtiments vont avoir une concentration de radon. La question, c'est combien? Et la seule façon de savoir, c'est de faire le test. Comme j'ai dit, on trouve le radon dans tous les bâtiments, les résidences, les maisons, les lieux de travail, les bureaux, les écoles, les garderies, les autres bâtiments, comme les bibliothèques, par exemple. Mais le plus grand risque d'exposition au radon est à la maison, où on passe beaucoup de temps chez nous. Alors, c'est pour ça que c'est très important de faire tester la maison. Parlons maintenant de comment le radon peut entrer dans une maison, un autre édifice. Alors, comme on a appris plus tôt, le radon vient du sol et des roches. Alors, les fissures dans les fondations, les ouvertures, les espaces dans les murs, les planchers de fondation sont tous les voies d'infiltration pour le radon. La pression atmosphérique à l'intérieur de la maison est habituellement plus faible que celle sous la fondation. Et les choses comme les fenêtres, les poêles de bois, les foyers, les systèmes de ventilation, les systèmes de chauffage ont tous un effet sur le taux de renouvellement de l'air et ont un effet sur la pression atmosphérique à l'intérieur de la maison comparée à l'extérieur de la maison. Et c'est cette différence de pression qui crée un effet de succion qui aspire le radon vers l'intérieur de la maison. Et une fois à l'intérieur de la maison, le radon peut s'accumuler à des concentrations très dangereuses. Parlons maintenant de tester pour le radon. Comment est-ce qu'on va tester pour ce gaz radioactif? Alors, Santé Canada recommande de faire des tests sur un long terme ou une longue période de temps parce que les niveaux de radon varient beaucoup pendant la journée, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Alors, beaucoup de variations et le test effectué sur une période de 3 mois est la seule méthode de déterminer avec précision la concentration de radon présente dans votre maison pour l'année, pour prendre des décisions liées aux santé.
Et il y a plusieurs facteurs qui vont influencer les niveaux de radon dans une maison. Mais le plus important, c'est le mode d'occupation, comme j'ai dit, les présences des poêles à bois, etc., pour changer cette différence de pression atmosphérique. OK. Il y a deux options de faire tester votre maison. Première option, c'est de faire acheter une trousse de mesures comme ça. Vous pouvez chercher en ligne, vous pouvez chercher dans les magasins comme Home Hardware, Home Depot ou Canadian Tire. Vous pouvez chercher chez des organismes comme les associations pulmonaires, par exemple. Et ce sont des trucs très simples. C'est juste de mettre dans votre maison pour au moins 3 mois. Pendant les mois de l'automne et hiver, laissez puis envoyez un laboratoire pour recevoir vos résultats. Deuxième option, c'est d'embaucher un professionnel certifié en mesure de radon. Et ce sont les gens certifiés par le Programme national de compétences sur le radon au Canada. Et sur le site web occupe-toi-du-radon.ca, là, on a une liste d'où vous pouvez trouver des trousses de mesure et aussi la liste avec les professionnels certifiés. Alors, où est-ce qu'on doit mettre nos détecteurs pour mesurer le radon chez nous? Alors, ça va vraiment dépendre de votre maison et comment vous habitez ou occupez votre maison. C'est très important de faire tester au niveau qui est le plus souvent occupé parce qu'on veut vraiment mesurer la concentration qui est respirée par les habitants dans la maison. Alors, on veut mettre notre détecteur sur le plus bas niveau de la maison, dans un espace où vous passez au moins 4 heures par jour chaque journée. Alors, si vous avez un sous-sol, si c'est fini, si vous avez une chambre à coucher, un salon ou un bureau là-bas, vous pouvez mettre le détecteur là. Mais si votre maison, c'est comme la mienne, j'utilise mon sous-sol seulement pour le rangement des choses et pour faire la lessive. Alors, moi, je vais mettre mon détecteur sur le premier étage, encore dans mon salon ou mon bureau ou chambre à coucher. C'est très important de s'assurer que la trousse de test est placée dans une zone de respiration typique parce qu'encore, on veut vraiment mesurer et connaître cette concentration qui va augmenter notre risque de développer le cancer du poumon. Alors, on ne met pas le détecteur dans un tiroir, par exemple. OK. Vous avez votre détecteur, vous laissez pour au moins 3 mois, ensuite vous envoyez à un laboratoire, vous recevez vos résultats et vous pouvez maintenant comparer vos résultats avec notre ligne directrice sur le radon au Canada. Ici au Canada, notre ligne directrice, c'est 200 becquerels par mètre cube. Alors, si vos résultats dépassent notre ligne directrice, il faut prendre des mesures pour réduire votre concentration à la maison. Plus la concentration est élevée, plus rapidement on doit prendre des mesures correctives. Alors, si vous avez des concentrations entre 200 et 600 becquerels par mètre cube, il faut corriger la situation chez vous d'ici 2 ans. Mais si vous avez des concentrations très, très élevées, plus de 600 becquerels par mètre cube, il faut vraiment agir rapidement pour réduire la concentration. Si vous avez des concentrations supérieures à la ligne directrice, première chose, c'est de faire embaucher un professionnel de l'atténuation du radon certifié par le PNCRC. Et ce sont des professionnels qui vont vous aider à trouver des meilleures façons de réduire le niveau de radon dans votre maison, pour votre maison propre. Alors, il y a quelques techniques pour réduire les concentrations de radon. Peut-être on peut augmenter la ventilation dans la maison, mais la méthode la plus efficace, c'est de faire installer le système qui appelle la dépressurisation active sous la dalle. Et le système ici, c'est vraiment un tuyau qui est installé sous la dalle
là, est connecté à l'extérieur, soit par la toiture ou d'un mur au niveau du sol. Il y a un ventilateur qui est attaché aussi. Et quand le ventilateur fonctionne, ça fonctionne comme un grand aspirateur et le radon est aspiré dans le tuyau et évacué vers l'extérieur. Alors, cette méthode ici, c'est très efficace, peut réduire les concentrations de radon de 90% ou plus. C'est une bonne chose pour réduire la concentration de radon et votre risque de développer un cancer du poumon. En terminant, je vais juste partager des sites web ici pour encore de informations supplémentaires au sujet de radon. Alors, nous avons notre site web de Santé Canada, le site web de occupe-toi-du-radon.ca où on peut trouver les détecteurs et les gens, les professionnels qui sont certifiés et bien sûr, le Programme national de compétences sur le radon au Canada. Alors là, c'est la liste des gens qui sont certifiés pour mesure et l'atténuation de radon. Alors, c'est fini pour moi et merci. Allô tout le monde, moi c'est Jack. Je veux juste aussi reconnaître que je suis sur les territoires visés par la traité numéro 1. Et ce sont les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Cris, Dakota et la patrie de la nation métisse, née de la rencontre entre les Premières Nations et les Canadiens français. Et puis, avant de continuer la présentation, j'aimerais aussi faire mention que moi, je suis juste une personne qui est en train de présenter les travaux que nous avions faits suite à plusieurs heures. Alors, j'aimerais reconnaître Casey Knowles, qui est l'assistante de recherche qui nous a aidés avec ce projet du début à la fin. Fiona Hanley, la modératrice, qui nous a aussi aidés. Il y a Frédéric Jubinville qui nous a aidés du côté technique et la faisabilité de l'outil, ainsi que toutes les personnes qui ont fait la révision de l'outil que nous avions développé pour le valider, pour qu'on puisse le mettre en vigueur. Et ainsi que les gens qui ont fait la traduction, parce que sans cette équipe exceptionnelle, on n'aurait pas pu finir le projet en si peu de temps. Alors, j'aimerais, pour commencer, vous expliquer un petit peu le processus que nous avions suivi pour développer l'outil en tant que tel. Parce que lorsque nous avions commencé notre partenariat avec Santé Canada, nous voulions trouver une façon de pouvoir rejoindre des démographiques qui ne faisaient pas de dépistage pour le radon dans leur maison. Et cette démographique-là, c'était les parents avec les jeunes enfants. Alors, pour nous, ce que nous avions fait au début, c'est que nous voulions explorer dans la littérature quels sont les différents outils, qui fonctionnent le mieux au niveau dans la période périnatale. Et lorsque nous avions fait un petit peu plus de recherche, ce que nous avions figuré, c'est que pour que ces outils soient efficaces, il faut non seulement que ce soit les infirmiers et infirmières qui puissent les utiliser, mais toute l'équipe interprofessionnelle qui œuvre auprès de cette population-là. Il faut aussi, bien sûr, faire en sorte que cet outil ou n'importe quel outil éducationnel que nous développions soit adaptable au niveau d'éducation et aux capacités linguistiques, ainsi qu'aux déterminants sociaux de la santé. Puisque quand ça vient à l'adaptation médication du radon, ça coûte assez cher. On voulait aussi utiliser un langage inclusif, puis souligner l'importance des soins centrés sur la famille, alors que ce soit la personne qui est enceinte ou un parent, un grand-parent, n'importe qui prenait soin des enfants. Puis l'autre chose que nous avions réalisé aussi, c'est que de nos jours, la plupart des personnes qui pensent avoir des enfants trouvent beaucoup de leur information au niveau de l'Internet, puis grâce à la technologie. Et l'autre chose aussi, c'est l'éducation continue. Alors, si on le mentionne juste une fois, ça ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment intégrer ces informations-là? Alors, suite à la recension des écrits, nous avions décidé de créer un outil pédagogique qui peut être utilisé en personne ou à distance avec la technologie, qui pourrait être adapté pour assurer l'égalité d'accès à toutes les personnes, peu importe les déterminants sociaux de la santé. Et puis, on voulait que l'outil non seulement inclut le dépistage, alors qui serait plus particulièrement à risque,
mais on voulait aussi intégrer deux méthodes éducationnelles, l'intervention brève et l'entrevue motivationnelle, et qui fait en sorte qu'on fait le dépistage, mais on donne aussi des solutions et recommandations pour réduire l'anxiété à l'exposition au risque pour la santé. Et puis, pour comprendre l'outil, il faut comprendre un petit peu ce que c'est l'intervention brève. Si on regarde dans l'historique, c'est souvent utilisé en sciences infirmières. Alors, la plupart des gens ont appris ce que c'est l'intervention brève, mais c'est souvent utilisé dans des concepts de réduction des méfaits ou même au niveau de l'utilisation de substances. Mais c'est une technique qu'on utilise pour initier le changement. Alors, essentiellement, ce genre d'intervention va capturer ceux qui sont dans la phase de contemplation de Prochaska pour choisir de oui ou non faire le changement. Alors, de là, on peut identifier un risque, mais aussi offrir un retour personnalisé. Parce qu'on sait que quand on regarde sur les sites web, c'est un petit peu, ça peut nous causer un petit peu d'anxiété juste avec le montant d'informations. Et nous ne sommes pas tous spécialistes dans le radon comme Roshini l'est. L'entrevue motivationnelle, c'est une autre technique que les pourvoyeurs de soins peuvent utiliser de part avec l'entrevue, l'intervention brève. Puis c'est objectif, c'est non conflictuel. C'est essentiellement fournir des informations et des recommandations adaptables basées sur ce que la personne veut. Alors, d'où vient la création de notre outil? Puis ça amène les personnes à envisager des options pour le changement, puis des choses qu'ils peuvent faire tout de suite, moyen terme, long terme. Alors, pour le développement de l'outil, nous voulions avoir des questions spécifiques élaborées pour évaluer le risque d'exposition au radon d'une personne. Alors, on a regardé dans la littérature sur le radon pour trouver des questions spécifiques qu'on pouvait utiliser. Et après, une fois qu'ils répondent aux questions, ils vont avoir un document d'intervention individualisé que je vais vous montrer à la fin de la présentation. Mais une autre chose que l'outil tient compte aussi de la situation financière. Il y a aussi un langage inclusif et s'adapte aux différents niveaux de l'éducation et de langue. Et ça leur donne des personnes à qui parler tout de suite s'ils sont inquiets. Donc, pourquoi les infirmières? Bon, une des raisons que les infirmiers et infirmières étaient visés pour cet outil ici, c'est parce que les infirmiers et infirmières influencent fortement la façon dont les patients comprennent et préviennent les maladies connues et leurs effets indésirables. Ils sont aussi responsables de la transformation des connaissances scientifiques en concepts compréhensibles et en plans de traitement et de soins réalisables pour les patients. Essentiellement, les infirmières sont des personnes clés pour pouvoir traduire tout ce qui est plus scientifique en comment est-ce que ça t'affecte dans ton contexte, dans ta situation actuelle. Alors, on pensait que les infirmiers et infirmières étaient excellents, mais cet outil peut être utilisé par les sages-femmes, par les médecins, même par des paraprofessionnels, par exemple, quand on pense à la formation, le programme Famille d'abord ou les centres de ressources. Alors, nous avons aussi dit que les infirmiers et infirmières, quand ils ne sont pas confortables avec un thématique ou un sujet choisi, ils ne vont pas utiliser les ressources que nous créons. Alors, nous avons aussi créé des documents supplémentaires pour soutenir le succès de notre outil d'évaluation. Alors, nous avons créé une boîte à outils pour les infirmiers qui a été conçue avec des informations spécifiques sur le radon, mais aussi un genre de Coles Notes version ou comme un résumé de l'entretien motivationnel et l'intervention brève. Essentiellement, tout ça leur fournit tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir implémenter ceci dans leur centre de santé ou leur clinique, ainsi que des ressources éducatives si jamais ils ont besoin d'avoir plus de connaissances. Et ceci va leur aider à pouvoir donner de l'enseignement supplémentaire aux clients ou les patients. Donc, on a créé un guide pour expliquer ce que c'est le radon et les conséquences qu'il y a sur la santé. Puis, ce document contient des exemples de questions qui peuvent être utilisées sur les affiches distribuées dans les salles d'attente. Alors, on a aussi créé des affiches, des posters avec un lien QR où ils peuvent aller directement sur le site web de l'ACIIE pour pouvoir accéder à l'outil.
Et dans la boîte à outils, c'est super simple. C'est comme un genre de two-pager que nous avions créé pour que les gens qui veulent commencer à utiliser l'outil peuvent l'utiliser dès la fin du mois de mars. Alors, dans la boîte à outils, nous avons qu'est-ce que le radon, qu'est-ce que cet outil évalue, les buts et les objectifs, bien sûr, les bases, les fondements théoriques sur l'intervention brève et l'entrevue motivationnelle, et où puis-je trouver d'autres informations. Cette boîte à outils permet aux infirmiers, infirmières et les pourvoyeurs de soins à se sentir, à augmenter leur capacité et leur donner les compétences nécessaires. Nous avons aussi passé à travers un processus de validation. Bien sûr, on a besoin de passer à travers un plus long processus avec différentes populations. Mais avec le processus d'évaluation, ce que nous avions créé, nous avons créé un formulaire de rétroaction que nous avions envoyé non seulement aux parents pendant la transition à la parentalité pour faire en sorte que l'outil était compréhensible, que c'était facile à accéder, que c'était facile à comprendre et qu'ils le trouvaient utile, mais aussi aux prestataires de soins de santé. Parce qu'on sait que si on crée quelque chose, puis les prestataires de soins sont comme « non, je ne vais pas l'utiliser, ça ne vaut pas la peine, ça ajoute de l'ouvrage, ça ne vaut pas la peine de le créer parce que ça va juste rester là sur notre site web sans être utilisé. » Donc, nous l'avons envoyé. Nous avions eu la rétroaction de 10 pourvoyeurs de soins et 10 parents. En plus de ça, nous l'avons envoyé à l'équipe de Santé Canada spécialiste en radon parce que nous voulions faire en sorte que notre message était pareil que le message de Santé Canada pour qu'ils ne recevaient pas différentes informations à différentes places. Alors, les prochaines étapes, parce que ça, ce n'est qu'un début avec cet outil, ce que nous voulons, ce que nous proposons dans les prochaines étapes, espérant en partenariat avec Santé Canada aussi, que nous voulons utiliser une perspective plus intersectionnelle pour poursuivre le projet, Increasing Radon Awareness ou augmenter la sensibilisation du radon, répondre aux besoins des nouveaux parents par un projet d'application des connaissances infirmières centrées sur l'équité. Donc, essentiellement, on sait que c'est les personnes qui sont les moins disposées à accéder aux ressources sur le radon qui sont aussi ceux qui sont possiblement plus à risque pour être assujettis au gaz ou sont les moins placés pour pouvoir faire de quoi avec. Alors, la deuxième phase du projet de recherche, nous voulons travailler avec certaines communautés qui sont en quête d'équité pour voir est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça leur a permis de pouvoir quand même contrer le risque pour le gaz de radon? Ça, c'est un exemple des affiches que nous avions faites. Nous avions créé 5 affiches en français, en anglais. Donc, ça va nous permettre de pouvoir les distribuer aux pourvoyeurs de soins qui veulent l'intégrer dans leur pratique, dans la transition à la parentalité, aux pédiatres. Ça peut être les obstétriciens, gynécologues, ça peut même être les sages-femmes, infirmières praticiennes, etc. Et puis, ces outils ici sont aussi adaptables pour pouvoir les utiliser sur les médias sociaux ou même sur les télés dans les salles d'attente. Donc, ces affiches, ce que ça fait, c'est ça leur envoie directement à l'outil d'évaluation sur le radon, l'outil de dépistage et éducationnel. Donc, ça, c'est l'outil que nous avions créé. Ça semble super simple, mais essentiellement, on a pu compiler toutes les informations nécessaires sur le radon, puis quelles sont les questions les plus importantes à poser pour les gens qui sont à risque. Alors, il y a une mini-introduction de ce que c'est le radon. Ensuite, la personne vient, puis il répond aux questions. Une autre façon que nous avons augmenté l'accessibilité, c'est si jamais il y avait un mot qui semblait un petit peu plus poussé ou qu'un parent nous a mentionné qu'il se peut que ça soit difficile pour certaines personnes, on l'a mis en surbrillance, comme vous voyez. Alors, je vais juste cliquer pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, puisque c'était axé pour les enfants, on voulait vraiment qu'ils puissent avoir de l'information au niveau des enfants. On sait que si quelqu'un fume et sont aussi exposés au gaz de radon, ça augmente le risque. Alors, on a ajouté cette question ici. Et puis, louer votre hébergement était important parce que les ressources qu'on leur donne sont différentes dépendant s'ils sont propriétaires. Et ici, c'était vraiment au niveau de, s'ils ont besoin d'autres ressources, au niveau de pouvoir accéder aux outils ou même les services de mitigation du gaz. Non, je ne sais pas si je vais l'acheter.
Et puis, comme vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est essentiellement exactement ce qu'ils ont besoin comme information. Et à chaque place, nous avons ajouté une liste directement à une ressource fiable où ce qu'ils peuvent, s'ils veulent avoir plus d'informations, ils ont accès tout de suite. Et puis, comme vous voyez, on a les ressources en anglais puis en français pour augmenter l'accessibilité. On ne sait jamais si jamais on va les changer dans différentes langues, mais je pense en Santé Canada, en ce moment, ils ont juste les ressources en français puis en anglais. Alors, c'est tout pour nous en ce moment. Alors, on peut prendre des questions. Je vais allumer ma caméra maintenant que je ne regarde pas l'autre écran. Mais merci beaucoup, Roshini et Jack, pour les présentations. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est un outil et j'espère qu'il sera beaucoup utilisé par les gens. C'est très user-friendly, comme on dit, aussi très, très pratique et avec des bonnes questions. Il y a une couple de questions. Quelqu'un demande comment ils peuvent obtenir des affiches que vous avez montrées. Est-ce qu'il y a un coût pour les avoir? Est-ce qu'il y a un coût pour les avoir? Nous avons comme un fonds. Essentiellement, l'idée, c'est que tout va être accessible sur notre site de l'ACIIE. Et puis, nous avions réservé quelques fonds pour, par exemple, si vous travaillez dans une région où ce que ça serait comme difficile pour pouvoir imprimer, nous pouvons les imprimer puis les envoyer. On a réservé un petit peu un montant pour faire ceci. Mais l'idée, c'est que vous pouvez les imprimer vous-même, puis ça serait dans la boîte à outils qui va être affichée sur le site web de l'ACIIE à la fin du mois de mars. Alors, aujourd'hui, c'était comme pour présenter l'outil, mais toute la boîte à outils avec toutes les informations puis toutes les ressources vont être sur le site web de l'ACIIE. OK, d'accord. Est-ce que ce sera aussi sur le site web de Santé Canada ou juste pour... non, pas sur Santé Canada, c'est juste sur le site de l'ACIIE. Juste pour être sûr, OK. Et l'autre question, c'est... il y avait une autre question, j'avais noté... cette personne demande et dit que cette personne travaille avec des communautés de gens qui ont des difficultés économiques, financières pour la test. Combien ça coûte à peu près pour acheter la test, cette personne demande? Et est-ce que comme infirmière et infirmier ou prestataire de soins, on peut les obtenir sans que les gens sont obligés de payer? C'est quoi? Qu'est-ce que... Je vais laisser Roshini répondre à cette question-là. OK. Oui, alors, les détecteurs coûtent environ 50 et d'habitude, ça va inclure les frais pour l'analyse au laboratoire. Il y a quelques programmes pour les gens pour avoir des coûts comme des rabais ou des détecteurs gratuites, par exemple. Mais par exemple, il y a un programme avec l'Association pulmonaire qui s'appelle Caring Breaths, qui va couvrir le coût de le test de mesure et aussi l'atténuation peut-être. Mais s'il y a des infirmières ou infirmiers qui veulent collaborer avec Santé Canada pour avoir des détecteurs là pour les gens, etc., on peut vraiment parler, discuter ça. Il y a des spécialistes de radon dans chaque région au Canada et on peut connecter et collaborer. Vous pouvez parler et déterminer si vous voulez faire des projets de tests comme ça. D'accord. Et puis, c'est aussi inclus dans l'outil éducationnel. Toutes les ressources pour besoins financiers sont là. Alors, si jamais vous aviez répondu au niveau de j'ai des contraintes financières, les ressources où obtenir un détecteur gratuitement. Parfois, il y a le programme de détecteur
qui sont à court terme, qui ne sont pas aussi bons, puis on voudrait faire quelque chose à long terme de la bibliothèque, des bibliothèques locaux, puis il y a quand même une liste de ressources qu'on donne avec l'outil si jamais il y a une contrainte. OK. Et la même personne demande, est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour de trouver le professionnel qui va adresser le problème le fois que le radon est détecté à un niveau supérieur? Est-ce qu'il y a des rabais ou So, de l'assistance financière pour ça? Oui, c'est ça, Pour pour mitigation, installer puis le tuyau OK. qu'on avait mentionné. Encore, il y a quelques programmes dans quelques régions au Canada. Il n'y a pas vraiment un programme national maintenant, mais mes collègues et moi, on travaille avec les gouvernements des provinces et territoires et dans les municipalités aussi pour, on espère, établir des programmes d'assistance comme ça. Mais encore, je crois que sur la liste des ressources sur l'outil, il y a une liste de tous les programmes qui sont présents au Canada actuellement. Yeah, exactement. So, tout ce qu'il y a sont dans l'outil, mais malheureusement, il n'y a pas autant. Puis je pense que c'est quelque chose que même les infirmiers et infirmières peuvent faire un petit peu de lobbying et de l'action politique sur le plan provincial, puis au niveau du gouvernement national. Il y a plus de programmes pour les populations en quête d'équité, parce que d'après ce que nous voyons avec le programme de radon, puis même les gens qui achètent les détecteurs de radon sont des populations blanches, des communautés plus aisées qui peuvent se permettre de le faire. Alors, essentiellement, avec l'outil, nous voulons sensibiliser toute la population et essayer de mitiguer ça. Mais pour faire des changements sur ce plan-là, on a besoin de travailler avec ces populations pour pouvoir augmenter les services point final. So, ça, c'est possiblement quelque chose que les infirmières et les associations infirmières peuvent faire pour essayer de faire un petit peu d'action politique là. OK, d'accord. Et c'est quoi? Je vais juste regarder. Il y a un couple de questions de plus. Oui, celle-là, c'était, je pense que vous avez dit que vous pourriez ça peut être utilisé avec d'autres personnes que des jeunes familles. Par exemple, cette personne dit qu'elle ne travaille pas avec des jeunes familles, mais elle travaille en santé communautaire avec des familles qui n'ont pas tous les enfants, par exemple. Mais ça peut être adapté pour n'importe quelle population. Exactement. So, l'outil est pour n'importe qui, mais le partenariat puis notre population cible était cette démographique-là, puisqu'ils sont ceux et celles qui sont le moins enclins d'accéder les ressources puis obtenir les détecteurs. Right? Puis nous savions aussi que pendant la transition à la parentalité, c'est là où les personnes sont plus enclins à adopter des comportements sains pour le bien de leur enfant. Alors, c'est un bon moment de faire l'intervention à cause que c'est un moment propice parce que les personnes sont souvent prêtes et puis c'est un moment où les pourvoyeurs de soins interagissent sans que ça soit une raison à cause qu'ils sont malades. C'est un temps où on peut faire beaucoup plus de promotion de la santé. Et bien sûr, les autres pourvoyeurs de soins en santé communautaire ou dans les autres domaines peuvent l'utiliser aussi. Il y a une autre question, quelqu'un qui demande quand il y a le tuyau d'évacuation avec le gaz qui sort, est-ce qu'il y a des règlements concernant où c'était mis? Parce que la personne dit qu'elle peut imaginer les voisins, par exemple, qui vont dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est pas dangereux pour les enfants qui jouent autour, etc. Alors, Ah oui, il y a des règlements. C'est dans les règlements des Codes Canada, etc. Et c'est tout sur notre site web de Santé Canada, mais aussi sur le site web de PNCRC. Oui, il y a des règlements, mais on a fait aussi les études à Santé Canada où on a mesuré la concentration de radon qui vient de le tuyau d'évacuation et la concentration diminue
très rapidement. À l'extérieur, je crois qu'on voit une grande réduction en 1 ou 2 mètres de le tuyau là. Alors, à l'extérieur, c'est tout dilué, il n'y a pas de concentration est très faible. OK, ouais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez dire de plus, qu'on avait un autre message que vous voulez mettre en face ou Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup, Fiona, pour être la modératrice, puis Roshini pour avoir accepté de nous aider avec cette présentation ici pour Merci. sensibiliser les infirmières. Et bien sûr, Fred qui est ici, puis toute l'équipe de Santé Canada. C'était comme vraiment un plaisir de travailler avec vous. Oui, here, vous oui, aussi. absolument. Merci, merci beaucoup. Alors, bon après-midi, bonne journée tout le Oui, monde. bonne journée. All right. Bye, guys. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye.